Rebonjour à tous, nous nous retrouvons pour le dernier temps fort de ce BLD. Je vous rappelle que si vous avez raté le début ou quelques sessions, pas d'inquiétude, les replays seront disponibles très prochainement dans les prochains jours. Alors en 2021, les cyberattaques, notamment les ransomware contre les collectivités et les établissements de santé, ont été multipliées par 4. Ces attaques ont généré des pertes de données importantes ainsi qu'une impossibilité pour les services attaqués de travailler dans des conditions normales et d'assurer la continuité du service public. Et si le cloud de confiance était la clé d'un écosystème numérique sécurisé? C'est ce qu'on va voir avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Philippe Lavaux. Bonjour. Vous êtes... Oui, avec le micro, c'est encore mieux. Vous êtes chef de service des ressources extérieures de l'ANSSI, l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information. Merci d'être avec nous. Chahine Odjati, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur des opérations au sein de la Direction générale déléguée à l'innovation d'INRIA. Vous nous expliquerez dans quelques instants de quoi il s'agit. Tugdual-Leboire, bonjour. Bonjour Dorothée. Vous êtes le directeur général délégué groupe de Berger-Levrault et nous recevrons dans quelques instants Pierre-Marie Lehuchet qui nous rejoindra, qui est le président directeur général de Berger-Levrault. Il paraît qu'il est pris dans les embouteillages. Les embouteillages parisiens, ça m'étonne, c'est pas le genre normalement. Je sais pas. En tout cas, il va arriver dans quelques minutes. Alors pour commencer, peut-être le plus simple, c'est que vous nous expliquiez un petit peu le cœur de métier et les missions de l'ANSSI et de l'INRIA. Philippe, vous commencez ? Je commencerai, oui, et puis je m'arrêterai à l'ANSSI. Je laisserai la parole à notre partenaire l'INRIA avec lequel nous sommes liés par une convention. Donc vous voyez, c'est bien de nous réunir sur le même plateau en même temps. Donc l'ANSSI, c'est... si on devrait prendre un seul terme, c'est le cyberpompier de l'État. L'ANSSI a été créé il y a... Alors c'est toute une suite de bureaux, de services, de directions qui ont toujours été au secrétariat général de la Défense nationale, donc dans les services du Premier ministre. Et nous avons été créés en 2009. Et depuis, avec quelques légères modifications dans les structures et dans les décrets. Donc la mission principale de l'agence, c'est de s'assurer de l'état de cybersécurité, parce que la cybersécurité, c'est un état qui permet à toute entité de pouvoir travailler correctement avec ses propres données. Donc, un état de cybersécurité, tout d'abord pour ce qu'on appelle les organismes d'importance vitale. Donc, ce sont des entités économiques nécessaires au fonctionnement de la nation. Il y en a un certain nombre. On n'en parle pas trop parce que ces données-là sont classifiées. Tous les OIV sont sous un statut particulier. Et depuis 2017, depuis la directive européenne Nice, ou SRI en français, ont été créés les organes de services essentiels qui, en vulgarisant la chose, sont des sous-OIV. Ce sont des entités ou ce sont des secteurs économiques qui méritent une attention particulière et qui eux-mêmes, de par la loi, sont tenus de procéder à une sécurisation un petit peu plus renforcée de leur système. Ça, c'est un des premiers pans des missions de l'agence. Un deuxième pan, c'est quand on veut sécuriser, on y reviendra tout à l'heure, je pense, il faut prévenir. Et pour prévenir, il faut sensibiliser. Donc on fait énormément de sensibilisation, on s'appuie sur les territoires. L'agence n'est pas qu'une agence parisienne. Nous avons des délégués régionaux, en règle générale 1 ou 2 délégués. Et nous veillons à ce que le tissu économique français ait bien conscience de cette problématique qu'est la cybersécurité. Et les dernières missions que nous avons, nous pouvons aussi intervenir sur des problèmes réglementaires, sur des problèmes législatifs. Par exemple, quand on évoque la révision de la directive Nice, donc la Nice 2, ce sont des bureaux de l'agence qui ont réfléchi à tout ça et qui ont porté cela au niveau européen. Parce qu'on est une agence française, mais la problématique cyber ne se gère pas uniquement au niveau de l'État français. Il faut la porter au niveau européen et pour cela, on a une sous-direction qui s'occupe de tout cela. Voilà, très très rapidement brossé, les métiers, enfin les missions, les métiers de l'agence, il y en a tellement qu'il faudrait, à mon avis, plusieurs BLDs pour pouvoir en parler dans son intégralité. Autour de l'INRIA maintenant, Chahine, vous pouvez nous dire quelques mots? Alors, INRIA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique. Juste pour vous donner quelques chiffres, à peu près 4000 scientifiques composés de chercheurs, doctorants, de postdoctorants et répartis à peu près dans 200 équipes, ce qu'on appelle les équipes projets. Chaque équipe projet est à peu près composée de 10 à 20 scientifiques, toujours composés de chercheurs, postdoctorants et de thésards.
Ce qu'il faut rappeler, c'est depuis plus de 50 ans, notre mission de service public était d'accompagner l'innovation française et européenne. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous évoluons aussi bien dans un monde académique que dans le monde de l'entreprise. Quelques mots sur les missions d'INRIA. Je vais commencer par la partie scientifique, c'est maintenir l'excellence scientifique. Un mot important là-dessus, c'est avec les équipes de recherche, le point important, c'est la prise de risque, la partie interdisciplinarité et bien sûr les partenariats avec des industriels, typiquement Berger-Lovreau. Deuxième mission, être un moteur de l'innovation. J'en ai parlé, le sujet de l'innovation est un sujet au cœur de nos préoccupations. La diffusion des logiciels en mode open source à l'échelle nationale, européenne et mondiale, bien sûr. Et encore une fois, un dialogue stratégique avec des industriels français. C'est un point clé là-dessus. Enfin, les deux dernières missions, s'engager au service de la politique publique nationale, mais on va y revenir dessus dans le cadre de Cybercampus, on va l'aborder dans ce cadre-là. Et enfin, un dernier sujet important, être le moteur de ce qu'on appelle de l'éducation à la culture numérique. Je ne vais pas le développer, mais simplement les classes codes, vous avez dû en entendre parler, donc un sujet important pour former les professionnels de l'éducation au numérique pour qu'ils puissent à leur tour transmettre ça aux jeunes de 8 à 14 ans. Merci Chahine pour cette présentation et il nous fait le plaisir de nous rejoindre en plateau. Il s'agit de Pierre-Marie Lehuchet. Bonjour, soyez le bienvenu. Quelques minutes après, mais vraiment, vous avez eu de la chance parce que les embouteillages parisiens, pour bien les connaître, ça peut être vraiment pire que ça. Voilà, ça fait partie de la société de la confiance, si je puis dire. Oui, c'est ça, exactement, c'était la thématique. Donc je le rappelle, vous êtes le président-directeur général de Berger-Lovreau et coprésident de Numéum, le premier syndicat de représentation de l'écosystème numérique en France. Pour démarrer, Pierre-Marie, bâtir une société numérique de confiance, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, bon, je prends ici la parole à la fois en tant que président de Numéum, ou coprésident de Numéum et président de Berger-Lovreau. Le sujet de la confiance est un sujet qui est au cœur de la transformation numérique de notre société. Il ne peut pas y avoir de transformation s'il n'y a pas de confiance. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un sujet qui est compliqué, sur lequel nous avons travaillé, notamment en partenariat avec les partenaires qui sont présents ici autour de la table depuis de nombreuses années. Il y a une dimension technologique, évidemment. Vous avez rappelé en introduction ces cyberattaques qui fleurissent dans tous les registres et auprès de tous les acteurs. Il y a un sujet technologique et il y a un sujet juridique, mais il y a aussi d'autres aspects sur cette confiance qui sont liés tout simplement au sens que l'on donne à notre métier, à notre mission, cette dimension un peu humaniste qui est en train elle aussi de se transformer dans le numérique. Voilà. Donc cette deuxième dimension-là, elle est importante et je crois qu'elle nécessite que nous soyons plusieurs avec la diversité qui nous caractérise, l'institution de recherche, l'institution d'État qui tend à nous protéger, que nous soyons plusieurs à considérer le sujet de la confiance. La problématique de la confiance, aujourd'hui, c'est une problématique globale qu'il faut appréhender avec le recul nécessaire. Construire une société numérique de confiance, ça nécessite de bons partenaires. L'ANSSI et l'INRIA sont sur notre plateau. Et justement, le président directeur général de l'INRIA, Bruno Sportis, ne pouvait être présent aujourd'hui, mais il a tenu à s'adresser au public du BLD. Bonjour, je m'appelle Bruno Sportis, je suis le PDG d'INRIA, l'Institut national des sciences et technologies du numérique. Je tiens d'abord à remercier Berger-Lovreau pour avoir invité INRIA à participer à cette table ronde sur la confiance numérique. Et puis je regrette de pouvoir être parmi vous, mais je serai représenté par Chahine Odjati que je salue, le directeur des opérations d'INRIA. La confiance numérique, la société de la confiance numérique, c'est un sujet qui est clé, qui pose plein de questions sur le plan scientifique, sur le plan technologique, en cybersécurité par exemple,
sur le traitement des données, sur le statut des données, sur les logiciels qu'on est obligé d'utiliser, que ce soit en matière de cybersécurité, que ce soit pour traiter les données, pour le respect de la vie privée. Est-ce que ces logiciels, où de plus en plus on injecte de l'intelligence artificielle, ils font ce qu'on leur demande de faire? Est-ce qu'ils respectent les valeurs qui sont celles de notre société? Il y a plein de sujets derrière la question de la confiance numérique. Et il y a encore des sujets scientifiques à traiter. C'est pour ça qu'un institut comme INRIA travaille sur ces sujets. Il y a des verrous technologiques aussi. Et pour avancer, il faut aussi être capable d'expliciter tous ces enjeux, de partager tous ces enjeux avec nos compatriotes, avec ce que l'on appelle le grand public, avec les décideurs, avec les donneurs d'ordre. Il faut être capable d'éclairer ces enjeux, il faut être capable de confronter les expériences. Et c'est pour ça que le dialogue science, technologie, société est très important pour avancer cette question de la confiance numérique. Et une table ronde comme celle qu'organise Berger-Levrault est importante pour ça aussi. Et puis pour avancer, il faut travailler dans un écosystème. Il faut avoir des partenariats. C'est pour ça que moi je suis très heureux, il y a quelques semaines, d'être venu chez Berger-Levrault pour signer un partenariat stratégique avec Pierre-Marie Le Huchet, avec Tugdual Le Bouard, autour de la question de la maintenance des logiciels. Il y a des gros sujets scientifiques derrière, des gros sujets, des gros enjeux technologiques. Et on crée Berger-Levrault et INRIA, une ETI leader sur son marché et l'Institut national de recherche en informatique, une équipe conjointe. C'est un partenariat qui est très important pour nous. Et je remercie tous ceux qui sont impliqués dans ce partenariat. Et les partenariats, ils sont aussi avec d'autres acteurs sur ces sujets, au-delà des entreprises. Ce sont des partenariats, par exemple, avec des acteurs institutionnels comme l'ANSSI. Il y a quelques semaines, INRIA et l'ANSSI ont annoncé un partenariat stratégique conjoint à l'occasion du lancement du Cybercampus, qui est évidemment lié à la question de la confiance numérique, pour renforcer leurs liens, pour se rapprocher. C'est un sujet important, la confiance numérique. Il y a des vrais enjeux scientifiques, il y a plein de dimensions à explorer. Il faut des partenariats. Merci à Berger-Levrault de cette initiative et de cette table ronde. Un grand merci à Bruno Sportis et encore bravo à Berger-Levrault, première ETI, à avoir signé un accord avec INRIA. On va maintenant entrer dans le vif du sujet en nous penchant sur l'état de la menace actuellement. Où en est-on, Philippe ? Vous ne me donnez pas forcément un très beau rôle parce que l'état de la menace est important, il s'accroît de jour en jour. Comme vous l'avez évoqué en ouverture de cette table ronde, effectivement, le nombre d'attaques se développe. Les collectivités territoriales sont une cible qui est particulièrement importante. On a pu observer une augmentation à peu près, d'après les chiffres que j'ai pu recueillir auprès de notre sous-direction des opérations, on a eu une augmentation de 20% sur les 6 derniers mois. Alors, avec peut-être un petit espoir, elle était de 50% il y a un an. Donc on a une baisse de l'augmentation. Mais bon, on essaie. Et c'est pour ça justement que face à cette augmentation constante, et ça continue à augmenter, il est nécessaire de sensibiliser et de faire prendre en compte à toutes les collectivités territoriales de la nécessité de protéger et de réfléchir à la protection de ces données et de ces services de la sécurité de ces systèmes d'information. Les autres tendances que l'on voit, particulièrement sur les collectivités territoriales, on a énormément de déphasage de sites qui sont problématiques, mais qui arrivent à être résolus assez rapidement. On va dire que c'est le moins grave du type d'attaque, mais il y a un gros développement des ransomware qui sont la menace la plus importante. Et l'attaque est une problématique, mais la résolution de ce problème est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte avec certaines personnes qui veulent payer des rançons, qui peuvent être incitées certaines fois par certaines assurances. Ça, c'est un sujet sur lequel on travaille, mais voilà, le message à porter, c'est ne payez pas. Le paiement de la rançon ne vous assure en rien de la récupération des données et ne vous assure surtout pas que les données n'ont pas déjà été vendues ou sont disponibles sur le darknet. Donc voilà. Quant aux typologies de ransomware qu'on peut trouver, on a différents types de campagnes. On a des attaques massives. On a du big game hunting, c'est-à-dire du jeu du chat et de la souris, c'est-à-dire des malwares se positionnent en attendant d'être activés. Et ce qu'on constate aussi, les groupes cybercriminels deviennent des fournisseurs de services. C'est-à-dire qu'on a maintenant ce qu'on appelle le RAS, c'est-à-dire le Ransomware as a Service. C'est-à-dire que sur Internet, enfin sur le Deep Web ou sur le Dark Web, vous pouvez trouver des plateformes
offrant la possibilité de lancer une attaque par ransomware. Je n'en fais pas la publicité, bien loin de là, mais il faut savoir que ça existe, donc on a une démultiplication des possibilités d'attaque. Donc non, la situation n'est pas claire, la situation n'est pas brillante, elle est problématique, et c'est pour ça que nous continuons, nous, agences, à porter le message. Nos délégués territoriaux, nos délégués régionaux vont voir les collectivités territoriales, puisqu'aujourd'hui on va parler de ce type d'établissement, mais on va aussi voir les établissements de santé, on va aussi voir les chambres de commerce et d'industrie pour vraiment sensibiliser à cette problématique qui doit être prise en compte. Quand on évoque certaines manières de concevoir un logiciel, on évoque le security by design. Maintenant, il faut prendre la sécurité des systèmes d'information dans la conception même d'une architecture, d'un projet. Voilà. Et c'est ce message qu'on essaye de porter vers l'ensemble de nos clients, puisque nous sommes une administration et qui a des clients, malgré tout. Le meilleur moyen de sortir d'une cyberattaque étant toujours de ne pas en subir. Penchons-nous plus précisément sur la prévention maintenant, qui est primordiale. Philippe Lavaux, quelles sont les initiatives mises en place par l'ANSSI? Comment accompagnez-vous les collectivités? Sur l'accompagnement des collectivités locales, nous avons plusieurs axes. Le premier axe, je l'ai déjà évoqué, c'est la sensibilisation. Donc nous faisons énormément de démarches de sensibilisation. Nous avons un deuxième axe de travail qui a été porté par le laboratoire d'innovation de l'agence, qui appartient à la sous-direction de la stratégie, qui a commencé en étape de finalisation, à créer un service qui s'appelle Mon Service Sécurisé. C'est-à-dire, c'est un système d'accompagnement des collectivités territoriales, pour les aider à concevoir des services numériques sécurisés. Services numériques, ça va être le site d'une médiathèque, ça va être un guide touristique pour visiter la ville, ça va être un logiciel permettant de réserver ses places sur les bus ou de prendre des tickets de bus. Tout cela, alors pour l'instant on est à la version bêta, fermée, on va l'ouvrir prochainement pour que le programme puisse se développer de manière cohérente, pour aider justement toutes les collectivités locales à pouvoir avoir des services numériques sécurisés, parce que ces services numériques, ça peut être aussi une porte d'entrée pour une attaque. Ça, c'est un axe. Et l'autre axe principal où on veut aider les collectivités territoriales, c'est le plan de relance. Le plan de relance qui a été annoncé il y a un an, en septembre 2020. Et sur ce plan de relance, nous avons essentiellement, comme public que nous souhaitons aider, les collectivités territoriales et les établissements de santé, qui sont vraiment deux secteurs sur lesquels l'État veut aider. Et dans ce plan de relance, vous avez énormément de choses qui sont proposées. Il y a, en fonction de la maturité de la sécurité des systèmes d'information des collectivités territoriales, on peut agir à plusieurs niveaux. On peut créer des parcours de cybersécurité qui vont partir d'un système pas du tout mature, où on les aidera à faire un audit, on leur financera l'audit par des prestataires sécurisés, on leur permettra de construire une architecture informatique cohérente et sécurisée. Et vous avez d'autres collectivités territoriales qui ont des projets beaucoup plus avancés. Et on les aidera sur du pentest, des tests d'intrusion. Voilà. L'État a confié à l'ANSSI la gestion du volet cyber du plan de relance. Nous sommes totalement impliqués. Et pour tous vos adhérents, c'est très simple. Vous allez sur le site de l'ANSSI, vous tapez plan de relance, vous avez toute la démarche qui est expliquée, voir si vous êtes éligible, si vous ne l'êtes pas, qu'est-ce qu'on peut vous proposer, comment vous proposer. Et ensuite, de la même manière que j'ai évoqué cette aide, cette espèce de petit bâton pour aller un petit peu plus loin dans mon service sécurisé, et sur le plan de relance, l'agence est là aussi pour aider les collectivités territoriales à avoir de véritables systèmes d'information totalement sécurisés. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas vu, à regarder la première table ronde ce matin qui consacrait l'entièreté de son sujet au plan de relance. Chahine, sur le moyen et long terme, quelles sont les innovations sur lesquelles l'INRIA travaille? Alors, un point important, c'est INRIA a mis au cœur de son plan stratégique la construction d'une société numérique de confiance, un point clé. Du coup, la sécurité numérique trouve un poids et une importance capitale au sein du dispositif de recherche d'INRIA, évidemment qui implique des acteurs comme ANSSI. On a parlé de notre partenariat stratégique sur ce sujet-là. Deuxième point important, avant de parler de quelques sujets pour donner un peu de perspective au niveau des sujets d'innovation, c'est l'effort de recherche
a beaucoup augmenté ces dernières années côté INRIA, va continuer à augmenter dans le domaine de la cybersécurité, c'est un point important. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on constate dans les pays à peu près partout dans le monde, surtout en Europe et aux États-Unis. Alors, pour parler un peu de quelques sujets rapidement, Bruno Sportis, dans son intervention, a parlé de quelques sujets. Là, je vais en évoquer d'autres sur cette feuille de route scientifique et d'innovation autour de la sécurité numérique et cybersécurité. Je peux parler des calculs à partir de données chiffrées, un vrai enjeu de demain, prouver de bout en bout des protocoles cryptographiques, développer la sécurité de l'Internet des objets, un vrai enjeu avec l'explosion de tout l'ensemble des objets autour connectés, renforcer la protection de la vie privée des citoyens, un point clé, à plusieurs reprises ce sujet a été évoqué. Un point important, le couplage de l'intelligence artificielle et la cybersécurité. Et enfin, un sujet important qui va arriver aussi dans les années à venir, c'est la cryptographie post-quantique. Le quantique utilisé pour la partie architecture. Après le post-quantique, c'est comment éviter les attaques cybersécurité sur la cryptographie. Voilà un peu quelques sujets. Les défis scientifiques sont nombreux, en tout cas, et les sujets sont sur la table. Je voulais revenir sur le plan France Relance cyber, cette fois avec ce budget spécifique alloué, un budget de 136 millions d'euros alloué par l'État pour aider les acteurs du secteur public à renforcer leur niveau de sécurité et à se protéger donc de ces cyberattaques. Toutes les organisations au service des citoyens sont concernées, plus spécifiquement les ministères, les collectivités et les acteurs santé et sociaux. Comment les collectivités s'y inscrivent véritablement ? C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est très simple. Vous vous rendez sur la page, sur le site de l'ANSSI, vous regardez plan de relance, et à partir de là, tout vous est expliqué. Vous avez une première étape pour voir si vous êtes éligible. Alors, si vous êtes une collectivité territoriale, à mon avis, ça ne devrait pas poser de problème. Et à partir de là, on vous accompagne dans le choix en fonction de la maturité de votre système. Donc, il y aura un audit de votre système pour voir à quel niveau la sécurité a déjà été prise en compte. Et en fonction de ce niveau-là, on adaptera la prestation pour arriver à un système suffisamment sécurisé. Donc, toutes les collectivités territoriales n'ont pas pris malheureusement la problématique cybersécurité au même niveau. Et ben, on est là justement pour arriver à avoir un niveau qui soit cohérent et qui soit, autant que faire se peut, qualitatif et égal pour toutes les collectivités territoriales. Vous êtes obligé d'évangéliser, il y a beaucoup de demandes ou il y a quand même vraiment une démarche de votre part pour faire connaître oui, il y a une demande, puisque il y a déjà des opérations qui ont été mises en place et qui ont lieu, mais aussi, prenons le mot évangéliser, pourquoi pas, mais il faut sensibiliser et que les acteurs territoriaux prennent vraiment conscience de cette problématique. Souvent, certaines collectivités territoriales ou certains autres métiers vont dire « mais pourquoi moi ?» C'est très simple, la donnée c'est une valeur. Donc la donnée, c'est comme un bijou. Et quand on a un bijou, quand on a du liquide, à un moment, ça intéresse quelqu'un, on se le fait voler. Voilà. Donc tout le monde, n'importe quelle collectivité territoriale, peut être victime d'une attaque cyber pour un vol de données, tout simplement. Le message est passé. On va revenir sur le cybercampus dont parlait Bruno Sportis dans sa vidéo. De quoi s'agit-il exactement, Chahine ? Alors, c'est un projet qui a été lancé il y a à peu près 2 ans sur l'égide de la présidence de la République. Donc, l'importance de ce sujet. Alors, le cybercampus, d'abord, c'est un lieu à la Défense, 26 000 m², avec un écosystème déjà qui a adhéré à ce projet, de plus de 120 membres, des entreprises, des administrations, des académiques, des associations. Et ce cybercampus, il a comme mission 4 éléments clés. Le premier, c'est opérer. Qu'est-ce que ça veut dire opérer ? C'est développer les capacités de chacun à maîtriser les risques du numérique. Former, évidemment, accroître les compétences, que ce soit au niveau de l'entreprise ou dans les administrations ou dans les collectivités, etc., etc. Innover, ça veut dire soutenir les projets d'innovation. Ça, c'est notre projection
vers le futur. Et animation, forcément, quand on parle d'écosystème, il faut mettre des forces pour animer. C'est un sujet clé au niveau du campus cyber parce que c'est un campus distribué. Donc là, je m'adresse aussi aux collectivités. Il y a un campus, un bâtiment à la Défense, mais il y aura une distribution de ce campus dans toutes les régions, ce qui permettra de bien irriguer l'ensemble des collectivités en fonction des éléments qui sortiront sur ces 4 piliers au niveau du campus. Pour résumer, qu'est-ce que c'est que le campus cyber ? C'est mettre au sein de la même structure l'ensemble de la communauté technique, économique, académique, et tout cela pour créer l'expertise nécessaire pour faire face aux menaces de demain. Mais tout ceci pourquoi ? Pour mettre cette expertise in fine au service des administrations, des collectivités et des entreprises. C'est ça le campus cyber. Tugdual, vous vouliez réagir sur ces grands messages portés par vos partenaires institutionnels ? Oui, merci. Enfin, moi, je me félicite de voir que l'ANSSI et l'INRIA là-dessus ont totalement intégré l'aspect de proximité qui est particulièrement important pour nous, avoir accès à ces expertises et la mettre le plus proche du terrain pour nos clients, pour nous, c'est effectivement totalement en ligne avec l'approche Berger-Levrault et donc c'est tout à fait en ligne avec ce qu'on voulait faire. Messieurs, je vous propose maintenant de faire un grand pas dans le futur. On va parler du cloud souverain, indissociable de l'idée de confiance numérique. On en entend beaucoup parler sans savoir forcément ce que c'est. Pierre-Marie, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce cloud souverain ? Alors, donc d'abord, ce qu'on appelle le cloud souverain, c'est une initiative de l'État qui a souhaité développer un concept qui permet à chacun d'entre nous, chaque citoyen, chaque entreprise évidemment, d'agir en confiance lorsque nos données personnelles sont en jeu. Ce concept général dit il faut absolument et impérativement que les données puissent circuler parce qu'on a besoin des données pour développer une nouvelle algorithmie, une nouvelle intelligence, une nouvelle façon de manager les choses grâce au numérique. Mais il faut aussi et impérativement que ces données ne soient pas utilisées à des fins que nous n'avons pas décidées nous-mêmes. Voilà. Alors pour cela, y a un certain nombre de dispositions qui sont prises dans ce cloud souverain, dans ce concept. Ces dispositions sont telles qu'elles interdisent toute entité, y compris gouvernement, qui ne serait extraterritoriale, à décider de la destinée de ces données. À partir de ce concept-là, un certain nombre d'acteurs, y compris acteurs internationaux, je pense en particulier aux technologies qui sont issues des États-Unis ou d'Asie ou d'autres continents, de jouer leur jeu, de jouer leur rôle, de participer à la croissance de ce marché, mais dans le respect de ce concept-là. Je fais référence en particulier au Cloud Act qui pourrait nous faire penser que nos données pourraient partir ailleurs sans qu'on les souhaitait. Donc c'est ça le cloud souverain. Alors après, ce concept, il se décline en moyens, en technologie, en interopérabilité, en réversibilité des systèmes. Il s'inscrit très, très, très logiquement également dans un contexte européen, dans un cadre européen qui est le cadre dans lequel il se développera. Tugdual, quels sont les grands enjeux de ce cloud souverain ? Oui, alors, les grands enjeux sur le cloud souverain, juste pour peut-être pour résumer ce qu'a exposé Pierre-Marie, c'est le fait que avec le cloud souverain, la problématique, c'est de garantir les mêmes protections que l'État garantit dans le monde physique et le faire dans le monde numérique. Donc il y a ces enjeux qui sont des enjeux d'abord de protection. Et là, on est vraiment sur tous les enjeux de cybersécurité. Il y a les enjeux juridiques, les aspects d'extraterritorialité, avec le Cloud Act. Et puis, il y a aussi, bien sûr, les risques géopolitiques. Tout l'enjeu derrière, c'est de faire que l'on peut maîtriser notre futur, qu'on va garder la maîtrise de notre futur et qu'on ne soit pas dépendant plus tard parce qu'on utilise une technologie, une application d'un pays ou d'un autre qui paralyserait, et c'est ça le risque derrière, qui paralyserait toute l'activité numérique d'un État. Donc ces enjeux-là en particulier, moi je pense qu'on peut vraiment se satisfaire maintenant qu'au niveau de l'État,
de l'État et plus largement que l'État aussi, je pense que sur tous les acteurs économiques, et en particulier les acteurs économiques du numérique, que c'est une véritable prise de conscience qu'on doit agir sur le sujet. Et c'est justement à travers des initiatives, donc il y a le Cloud Souverain, on parlera de Gaia-X tout à l'heure, je pense, qui justement font que cette prise de conscience va maintenant se transformer sur quelque chose de concret. On l'a évoqué, mais Philippe, est-ce que vous pouvez revenir sur les principaux risques liés à l'absence de souveraineté ? La perte de notre libre arbitre. Je pense que voilà, c'est le principal risque. La souveraineté, c'est produire de la donnée, c'est être capable de la stocker, c'est être capable d'y avoir accès, c'est être capable de la valoriser de manière libre, c'est-à-dire libre sans avoir à craindre une intervention externe. Donc effectivement, on s'est lancé, enfin l'agence aussi s'est lancée dans cette problématique du cloud souverain avec les homologations, ce qu'on appelle Secnum Cloud, où on est en train de... Qu'est-ce que c'est ? C'est un label ? C'est un label, c'est un processus qui, un petit peu comme les visas de sécurité qui sont déjà accordés par l'agence, vous aurez des services, des logiciels qui seront validés Secnum Cloud. Et alors, je fais énormément de publicité pour le site de l'agence, mais actuellement, vous pouvez, tout individu peut aller sur le site de l'agence et proposer des modifications sur le processus qui a été exposé. Et dans ce processus, comme Tugdual l'évoquait, il est notamment prévu que cet accord ou cette valorisation Secnum Cloud prenne en compte des problématiques pour ne pas pouvoir être attaqué par les lois extraterritoriales. Voilà, une immunité aux lois extraterritoriales. C'est prévu dans cette problématique-là. Donc, on revient au security by design, où on va dire, on serait à la souveraineté by design. Et cette démarche et ce processus d'accréditation permettra d'avoir une véritable souveraineté de la donnée, une souveraineté du logiciel. Et de la même manière, on est en train de réfléchir pour le monter au niveau européen, tout comme on travaille sur les certifications de sécurité au niveau européen. La souveraineté qu'on pourra imposer avec Secnum Cloud, qui sera une validation nationale, eh bien, il faudra le porter au niveau européen à un moment ou à un autre. Donc effectivement, voilà, si on n'est pas souverain, eh ben, on est dépendant. Et ce qu'il ne faut pas non plus oublier, il y a une deuxième chose que Pierre-Marie a très rapidement abordée, c'est que la souveraineté, c'est populaire, c'est la souveraineté du peuple. Donc il faut que le peuple puisse aussi avoir accès à cette souveraineté. Il ne faut pas que ce soit réservé à un certain nombre d'entités. Donc c'est pour ça qu'il faut mobiliser le territoire, il faut mobiliser les filières, il faut mobiliser les individus. Et c'est un travail de tous les jours. La souveraineté, elle se fait aussi par le bas. Alors, quand on parle du cloud souverain en ce moment, évidemment, on ne peut s'empêcher de penser à Gaia-X. Vous en parliez, Tugdual, ce cloud souverain européen. Quelle est la genèse de cette initiative et où en est-on actuellement ? Alors, Gaia-X, je l'évoquais tout à l'heure, c'est, je pense, la réponse de l'Europe à la problématique du cloud souverain et de cet espace numérique de confiance dont on parle depuis tout à l'heure. L'initiative, elle revient à l'Allemagne, qui avait la première lancé le sujet, qui a été repris par la France après derrière, qui, avec ce duo, l'a élevé au niveau européen. Et bien maintenant, Gaia-X s'est lancé. Il y a un objectif qui est clairement de répondre et de mettre en place tout l'environnement exhaustif, cohérent, qui vise à pouvoir gérer les applications et les données dans un cloud souverain, dans un impact, dans un cadre souverain. Il y a à l'heure actuelle je pense que l'étape qui a été franchie, c'est cette initiative s'est dotée d'une gouvernance. Il y a une gouvernance qui est maintenant au niveau européen. Il y a une quinzaine de hubs nationaux qui ont commencé à être actifs. Et chacun ont une dizaine de groupes de travail. C'est extrêmement complexe. C'est une initiative qui débute, mais c'est une initiative absolument essentielle pour le futur de la souveraineté. Chahine, pour vous, il y a deux grands messages clés à retenir sur Gaia-X. Quels sont-ils ? Absolument, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. Et ce qu'il faut retenir, il y a 2 points clés et importants pour nous dans Gaia-X. Le premier étant, à travers des commissions qui sont dans ce hub Gaia-X à l'échelle européenne, et il y aura une mise au point des points de contrôle
j'insiste, vérifiable pour les services de cloud au regard des valeurs européennes. Qu'est-ce que c'est que les valeurs européennes? Évidemment, c'est la transparence, la protection des données, la sécurité, la réversibilité. Bruno en a parlé, on en a parlé tout au long de cette séquence. Donc, premier point, des points de contrôle vérifiables autour des valeurs européennes. Et le second point, c'est le sujet des standards pour cette infrastructure qui est Gaia-X, puisque, enfin, en tout cas, il faut être un membre actif pour la mise au point de ces standards. Ces standards vont aussi définir comme on dit, les players de demain. Donc, c'est important d'être présent et c'est important de participer à la mise au point de l'ensemble de ces standards. Pierre-Marie, quel message il faut faire passer? Il faut avancer? Oui, ça, il faut avancer. En tous les cas, on va tout faire pour faire en sorte que le numérique se mette vraiment au service de la société dans toute sa plénitude. On sait bien que le numérique aujourd'hui est au cœur de nombreux enjeux. On parle beaucoup de la COP 21 et des objectifs qu'on se fixe en termes d'émissions de gaz à effet de serre pour 2030. Et il est bien évident que le numérique peut contribuer très largement à atteindre ces objectifs. Donc on ne va pas se priver de ça. Il faut tout de suite que l'on crée le cadre qui soit favorable à la tenue de tels objectifs. Moi, je pense beaucoup, on a évoqué ici la question de la proximité. Moi, je pense beaucoup à ce qui se passe dans une petite collectivité locale. Une toute petite collectivité locale. Il y en a beaucoup encore en France, de moins de 1000 habitants, de quelques centaines d'habitants. Il n'y a pas de DSI dans ces villes-là. Il y a des gens qui sont pleins de bonne volonté, qui ont une très forte proximité avec leurs habitants et qui se trouvent comme les autres sous la menace de gens qui vont intervenir depuis l'autre bout du monde et qui risquent d'être paralysés, y compris dans les services qui sont capables d'administrer auprès des familles. Il faut que ces gens-là soient vraiment en sécurité dans leurs dispositions. Et nous allons aller vers eux et avec le partenariat dont nous pouvons bénéficier, bien évidemment, et la gouvernance et la conduite des opérations que l'ANSSI propose sur les territoires, bien évidemment. Mais avec nos partenaires de recherche, il faut absolument que nous retournions vers l'ensemble de ces acteurs pour leur dire, bon, avançons ensemble et la confiance, c'est une histoire de tous, donc on va arriver à la construire ensemble. Alors on voit qu'il y a une bonne dynamique, mais j'imagine que Berger-Levrault n'a pas attendu Gaia-X pour s'intéresser à la société numérique de confiance, Tuc Dual. Alors tout à fait, Berger-Levrault, pour un éditeur comme Berger-Levrault, la problématique de la confiance, c'est un sujet, et je pense que Philippe, Pierre-Marie peuvent en attester, sur lequel on a planché depuis de nombreuses années. Mais pratiquement, pour un éditeur comme nous, c'est effectivement remplir les attentes effectivement, qui étaient exprimées par l'ANSSI, qui sont des règles des règles de bonne pratique, des bonnes pratiques sur la conception des logiciels. Donc effectivement, Berger-Levrault est tout à fait positionné sur tout ce qui est ISO 27001, les problématiques de sécurité. On va sur la SOC 2, effectivement le SecNum Cloud. Ça, c'est sur les aspects de référentiel qui sont au cœur de nos cadres de travail. On évoquait la portabilité, et là, la portabilité, je rejoins les architectures. La sécurité by design, effectivement, on conçoit maintenant la sécurité, et ça se fait depuis quelques années, très en amont du projet produit, bien avant qu'il arrive sur le marché, pour pouvoir garantir cette portabilité. Alors bien sûr la portabilité, que ce soit sur un de nos data centers, là on parle essentiellement de ces solutions hébergées sur nos data centers en interne, que ce soit à Villeneuve ou à Lyon, mais qui peuvent aussi du coup être portés en toute sécurité sur d'autres environnements qui rempliront les exigences en termes de souveraineté. Et puis derrière, il y a dans la prolongation de ce que disait Philippe, la démarche. On a la démarche de l'ANSSI sur toutes les bonnes pratiques, ce qu'il faut faire, les tests. Mais après, une fois qu'on a fait ces tests, il faut avoir des outils. Il faut avoir un partenaire, il faut avoir des solutions qui soient compatibles avec les solutions qui sont implémentées dans une petite collectivité, comme disait Pierre-Marie. Et là, Berger-Levrault est le partenaire idéal, puisque justement on arrive avec cette connaissance de l'écosystème, la connaissance de nos applications. Donc c'est pour ça que on délivre déjà, et on va continuer à étoffer ces services dans le futur, un bouquet de services
liées à la cybersécurité, liées à la confiance. Alors on a déjà des offres qui sont disponibles pour être, par exemple, efficaces sur les sauvegardes, sur la façon de faire un DRP, c'est-à-dire qu'un plan effectivement de réponse ou de préparation à une attaque cyber. Il y a d'autres bouquets de services qui sont en préparation, hein, on en discute, et c'est aussi l'objectif d'être avec l'ANSSI et avec l'INRIA sur ces sujets-là, parce que ça bouge en permanence, et il faut absolument qu'on se tienne au courant de la technologie, des menaces qui arrivent, pour pouvoir adapter ces services et puis les complémenter dans le futur. Nous arrivons à la fin de cette table ronde. Pierre-Marie, quel dernier message souhaitiez-vous transmettre ? Un dernier message, il y en aura de nombreux autres des messages sur ce sujet. Pour aujourd'hui. On est au début du... Oui, oui. Bon, d'abord, c'est formidable qu'une table ronde puisse avoir lieu comme cela, et merci beaucoup à nos partenaires d'être autour de la table et de se prêter à ces exercices. Ça montre à quel point il y a une conscience collective sur ce sujet. Il faut qu'on progresse tous ensemble dans cette direction. Le thème de la table ronde, c'est une société de confiance. C'est pas que de la technologie, c'est des comportements, c'est de l'éducation, c'est la façon d'adresser nos enfants, d'adresser ces problématiques-là avec nos enfants, avec tous les partenaires de la ville, de l'hôpital, de la maison de retraite. Tous les partenaires sont concernés. Il faut qu'on arrive à mettre un peu tout le monde en train dans cette affaire-là, quoi. Ça va être ça, la suite, hein. Alors aujourd'hui, une table ronde comme celle-ci, elle pose le problème, elle montre qu'il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'ouvertures, qu'il y a beaucoup d'efforts faits par chacun. Au-delà de ces efforts et de toutes les ressources qu'on met à la disposition de chacun pour avancer, il faut qu'on ait globalement un comportement ensemble qui soit tourné vers cet avenir qui est à notre portée, à la condition qu'on sache trouver le bon accent pour mettre en œuvre les solutions. Voilà. Merci beaucoup Pierre-Marie, merci messieurs, merci Chahine, Philippe, c'était un plaisir de vous avoir avec nous. Tugdual, vous allez rester avec moi pour la conclusion de cette journée. Merci encore, c'était un plaisir en tout cas. On se retrouve dans quelques instants pour la conclusion. Merci à vous. À tout de suite. Le BLD touche à sa fin. Tugdual Dubois, que faut-il retenir de cette belle journée passée ensemble ? Eh bien, merci Dorothée. Moi, j'aimerais m'adresser aux participants, avant tout, d'aujourd'hui. Déjà parce que je vous imagine, derrière l'écran, là, vous êtes intéressés aujourd'hui à la transformation numérique des territoires, de vos territoires. Donc, on voit que c'est une problématique qui est très différente, que l'on soit sur une petite collectivité, que vous soyez sur une collectivité de taille moyenne, avec des priorités, des budgets, des impulsions qui sont différentes. Et c'était l'objectif de la journée d'aujourd'hui, de vous présenter à quel point Berger-Levrault a une variété de solutions vraiment pour vous aider à avancer sur la transformation numérique, sur votre transformation numérique dans vos territoires. C'était très très vaste, très très riche. Quand je vois la qualité des intervenants, la qualité des différents intervenants, des partenaires, des invités que l'on a eu aujourd'hui, des sujets qui ont été abordés, je me dis vraiment que Berger-Levrault là-dessus est bien plus qu'un simple éditeur. Hein, et on l'a vraiment illustré aujourd'hui, je pense, la véritable ambition de Berger-Levrault, qui est de vous accompagner, d'être un partenaire de choix dans votre transformation numérique. Et c'est ainsi que se termine cette 3e édition du BLD. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ce fut un plaisir de vous accompagner. Merci à tous nos intervenants. On l'a dit, merci à l'équipe technique et bravo aux équipes de Berger-Levrault. Je pense notamment à Marlène, à Mélanie et Marion qui ont travaillé d'arrache-pied pour vous offrir et vous proposer ce rendez-vous aujourd'hui. Nous espérons que cette journée d'information vous a plu, cette journée d'échange également. Sachez que ce programme sera disponible en replay dans les prochains jours. Si vous avez des questions sur ce BLD ou les solutions présentées tout au long de la journée, n'hésitez pas à nous écrire via le formulaire de contact disponible sur le site.